On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REER, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne études des enfants, les assurances vie, assurances invalidité. Vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votreconseiller.net. Vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci. Oh, mais salut tout le monde, on fait les annonces vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est important. C'est le temps de s'abonner à la chaîne YouTube. Puis, si vous êtes tanné de voir nos podcasts 4 semaines en retard, allez sur Patreon et abonnez-vous aussi. C'est correct, ça? Bon, next, on part. C'est bon, tu as fait ça short aujourd'hui. Mais l'autre affaire aussi, si les gens, ben là, j'ai vu que de plus en plus de gens ont l'air à passer de l'audio vers le vidéo, ce que je ne comprends pas, absolument pas. Mais bref, au début, il y avait peut-être, mettons, la moitié du monde qui avait l'air à écouter en audio via Spotify, Apple Podcasts, peu importe. Puis là, ce pourcentage-là, en fait, la quantité de gens en audio semble se maintenir, mais le vidéo, lui, augmente. Donc, je ne sais pas si c'est qu'il y a des gens qui passent de l'audio au vidéo, mais si c'est le cas, on ne comprend vraiment pas pourquoi. Mais, bref, vous faites ce que vous voulez. Là. C'est sûr que voir la face à Vincent, ça a quand même un prix là-dedans. Là. Tout son décor, en plus, il y a stagé son... Mais quand tu as dit il y a un prix, c'est pas super honnête de ta part de dire ça. C'est parce que tu présumes que le prix, c'est nous qui le payent. Mais en réalité, non, je présume que c'est eux. OK, je voulais juste être sûr. Là, c'est les gens qui regardent qui payent le prix. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on leur fait payer pour un Patreon? Je dis ça de même. Le Patreon, c'est vrai, il n'y a pas ma face. C'est correct, non? C'est correct, continuez de payer pour le Patreon, messieurs et madame. Vous ne verrez pas la face. C'est comme, vous voyez, nous donner de l'argent, c'est l'optimal. Comme ça, vous ne me voyez pas le visage, mais en même temps, vous pouvez m'entendre. Ouais, en plus, ça serait audio seulement. Si j'écoutais notre podcast, en fait, c'est pas vrai. J'ai réécouté 2 de nos podcasts et je nous trouvais bons. C'est juste que... t'es tellement objectif. Je les ai réécoutés en marchant. Puis là, après 2, je me suis tanné. J'ai dit, là, je ne réécouterai pas ce que j'ai dit. Là, maintenant. C'est pas vrai. Quand j'en ai manqué 1 ou 2, puis quand je suis monté dans le bas du fleuve, j'ai dit, crème, je pourrais au moins écouter ce que les gars ont fait. Fait que je vous ai écouté sur la route aussi. Pendant que je n'étais pas là. Fait qu'il y avait beaucoup moins d'interruptions pour dire des conneries. Fait que c'est quand même instructif. Je pense que c'est ça sur Cuba. Ouais. Fait que j'ai appris plus d'affaires que d'habitude. Faut croire que je devrais juste me taire des fois. Là. Mais non, moi, ça serait audio, c'est sûr. En fait, je regarde presque pas de vidéos. Moi, je ne suis pas un type YouTube pantoute. J'ouvre mon YouTube, puis après 2 minutes, je suis tanné. Puis même côté sport, ma consommation sportive, c'est du baseball, mais c'est sur un écran. Je mets mes games de baseball sur un écran, puis sur l'autre écran, je fais d'autres affaires. Là. Mais j'aime mieux regarder d'un œil distrait. Mais du baseball, tu peux regarder ça de cette façon-là. Pas du hockey. Tu ne peux pas regarder du hockey sur un autre écran. Fait que moi, je serais plus audio si j'avais à écouter notre podcast. Là où il y a peut-être une petite plus-value, c'est parce que des fois, il y a certaines références que au montage, je vais les mettre, ça permet aux gens de retrouver ça. Quoique je pense que c'est quand même une minorité de gens qui vont aller voir ce qu'on raconte parce qu'ils croient tout ce qu'on dit sur parole. Il faut que ça reste comme ça, c'est ça qui est important. Il y a probablement des bonnes idées de lecture pour quelqu'un qui veut pousser une réflexion. Ça, c'est clair. Moi, c'est sûr que toutes les références à Vincent, je n'ai pas le goût de lire les livres à Vincent. J'ai juste besoin d'y poser une question à la place, puis la réponse revient plus vite. C'est plus rapide que lire tous les livres de ce dont il parle. Il est payé pour lire des livres, lui. Fait que, c'est une belle job. On va lui poser des questions. C'est bien plus simple. Bon, on commence là. On va arrêter de niaiser. Oui, c'est une bonne idée. Hey, d'habitude, les gars, on ne parle pas vraiment de trucs d'actualité dans le podcast, parce qu'un podcast, c'est censé être intemporel. Il faut que les gens puissent écouter ça dans 2 ans, 3 ans, puis qu'ils ne fassent pas pourquoi ils sont en train de parler de Gilbert Rozon? Pourquoi ils parlent de ce gars-là? Mais là, tu sais, il faut que tu puisses avoir des références qui sont un peu plus intemporelles. Mais je pense que ce qui a passé dans l'actualité cette semaine, puis depuis quelques jours, Carey Price. C'est un peu intemporel. Non, on ne parlera pas de Carey Price, ou peut-être dans la partie bonus du podcast, juste pour le monde sur Patreon. On sait que ça intéresse tout le monde d'abord.
Quoique les trucs de potin, tout le monde est attiré par ça d'une certaine manière, même ceux qui disent qu'ils ne le sont pas. Où je m'en allais avec mon... Oui, donc c'est ça. Le sujet dont on va parler est intemporel parce que ça existe depuis longtemps, ça va probablement toujours exister. Donc, corruption. Dans les derniers jours, c'est un peu un lien avec ça. Dans les derniers jours est sortie l'histoire des Pandora Papers. On n'a pas confondre avec Panama Papers. C'est un peu la même histoire, en fait. Je n'ai pas tout à fait compris c'était quoi la différence entre les deux. Peut-être que vous Ou autres... comme sortons les poubelles, Paloma Papers. Ah, c'était Paloma. Celle-là, eux autres, c'était Paloma. Paloma, OK. C'est une place, ça, Paloma? Ou, je sais pas. On dirait le nom d'un personnage dans Star Wars. Paloma. En tout cas, bref. Palpatine. Donc, on a vu cette histoire-là sortir avec... Bref, plein de gens qui sont supposément impliqués là-dedans. Truc très drôle, puis avant de vous donner un peu la parole, qui m'a, moi, marqué là-dedans, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qu'on pense, tu sais, dans notre tête, les paradis fiscaux, c'est de ça qu'on va parler. Tu t'imagines toujours que c'est des milliardaires sur des îles, comme aimerait avoir Vincent. Mais non, il y avait genre des anciens politiciens ou des actuels politiciens. L'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, Tony Blair était là-dedans. Il y avait des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral canadien. Il y avait... toutes sortes de gens, en fait, qui gravitent autour des gouvernements, dont le premier ministre du Chili, ça se peut-tu aussi que j'ai vu, qui est comme menacé de destitution ou je ne sais pas trop quoi par rapport à ça. Fait que, bref, je trouvais ça quand même drôle qu'habituellement, le narratif, c'est que les gens méchants du privé cachent leur argent dans des paradis fiscaux. Et là, quand je regardais tous les noms, je les cherchais partout. C'était comme il y avait au moins la moitié des gens de la liste que c'était des ministres de pays un peu partout dans le monde. Il y avait même le roi, je pense, du Maroc. Je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans où, bref. Je ne sais pas ce que ça vous a inspiré quand vous avez vu cette histoire-là, puis après, on pourra enligner plus vers le concept de paradis fiscal comme tel. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est comment est-ce que ça a été présenté comme si c'était un sujet inattendu. Non, c'est tout mis en attention. C'est comme si c'était des acteurs du secteur privé, mais la plupart des gens qui sont mentionnés, c'est des gens qui sont membres de l'appareil étatique, qui essayent à toute fin pratique, de protéger de la richesse qu'eux ont obtenue en jouant le jeu du pouvoir. Donc, d'appeler ça des paradis fiscaux, d'accord, ça peut rentrer dans la définition, mais en soi, c'est pas du tout une accusation très, très forte contre les économies de marché. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est combien de chefs d'État sont exceptionnellement riches et qui viennent de pays dictatoriaux. C'est quand même assez impressionnant. Quand tu fais ça vaut la peine de faire l'effort historique. Tu prends la liste des hommes qui ont été les plus riches dans l'histoire humaine. La plus grande partie d'entre eux ont été des chefs d'État, des rois, des empereurs. Et c'est uniquement à partir de la fin du 19e siècle que tu commences à avoir dans le palmarès des 200 ou 300 personnes les plus riches. Que tu commences à voir des gens apparaître qui sont des gens qui ne font que du privé, par exemple Ford ou Rockefeller ou Carnegie ou Nobel. Tu commences à les voir apparaître dans la liste seulement à la fin du 19e siècle et constituent toujours une minorité. C'est quand même assez impressionnant que ça, ce n'est pas l'élément qui est remarqué. La plus grande partie des noms qui ont apparu, c'est tous des gens qui sont soit des chefs d'État, soit des chefs d'État qui sont dictateurs en plus ou qui vivent dans des démocraties qui sont difficiles à qualifier de démocratie. Ben oui. Mais c'était très drôle, pareil, juste pour donner une idée, avant que tu enchaînes, Yann, aux gens de quoi on parle. Là, dans un des articles que j'ai lu là-dessus pour quand même un peu savoir de quoi j'allais parler, dans l'article, ça disait, comme exemple, on avait Tony Blair et Cherry Blair, donc c'est l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne et sa compagne, donc, sont devenus en 2017 les propriétaires d'un immeuble victorien d'une valeur de 8,8 millions de livres sterling en achetant une société enregistrée aux îles Vierges britanniques. En achetant la fiducie au lieu de l'édifice, le couple a économisé plus de 400 000 $ en impôts fonciers. Bref, sans rentrer dans tous les détails du truc, je trouvais ça quand même intéressant d'apprendre là-dedans que quand tu es premier ministre
d'un pays, puis que ton salaire officiel, c'est comme quoi, 200 000 ou 300 000 par année, tu peux t'acheter des immeubles victoriens à presque 10 millions de livres sterling. Là, moi, je trouve ça quand même assez... c'est quand même paradoxal, c'est quand même incroyable que les gens qui travaillent pour le gouvernement ou qui sont ministres, premiers ministres, délégués de je sais pas quoi, finalement, ils sortent de ces emplois-là, puis ils sont multimillionnaires. Moi, c'est un peu un mystère pour moi, là. L'immobilier, c'est Non, souvent. c'est pas un mystère, hein? Je m'excuse, mais aux États-Unis, il y a une histoire assez légendaire de Harry Truman, quand il a fini sa présidence, a fait plein de campagnes pour dire qu'il était destitué, qu'il vivait dans la pauvreté. Et ça a causé une pièce de législation d'être adoptée, que j'ai oublié le nom exact, mais qui versait à toute fin pratique plusieurs avantages monétaires à des anciens présidents. Mais il y a quelques mois, il y a un chercheur qui a décidé d'aller dans les archives et qui a regardé justement si ce que Truman disait était vrai. Non, ce n'était pas vrai. Il était excessivement riche déjà, mais ça a juste augmenté son statut. Et en fait, c'est une des attractions les plus importantes. Lorsque tu es un ancien président ou un ancien premier ministre, ton salaire augmente relativement à ta position précédente, largement parce que tu peux devenir un peddler à toute fin pratique d'influence. Livres, conférences, des choses comme ça aussi. Exactement. On n'a pas de nom pantoute qui nous viennent en tête, hein, d'abord, des conférences, non, pas les livres. Pas du tout, pas du tout. Je ne cible aucun politicien en particulier. Je les cible tous en généraux. Mais il y a des crosses d'immobilier aussi qui se font d'une manière historique. Tu sais, je veux dire, que ce soit au niveau fonctionnaire, au niveau politique, historiquement, l'immobilier a toujours été une voie facile pour aller corrompre un peu un politicien parce que justement, tu peux acheter sa maison à un prix plus élevé que ça devrait. Tu peux ensuite de ça faire une rénovation dans sa maison sans lui exiger. Si je ne me trompe pas, le chef des progressistes conservateurs de l'Ontario, avant Doug Ford, avait justement été accusé de ça, qu'il avait eu une maison j'oublie le nom de la région en Ontario. Le gars qui était censé gagner, parce que c'est lui qui était très en avant, je pense, dans les sondages. Patrick Brown. Il avait un salaire qui peut-être à peine 180 000 $. Donc, c'est pas une fortune, pas pauvre, mais pas une fortune. Et il y avait une maison qui valait plusieurs millions de dollars et dont l'hypothèque seulement, normalement, sur le marché, serait équivalente à peu près, disons, 60-70% de son salaire. C'était très douteux à savoir si vraiment c'était parce qu'on ne pouvait pas savoir quelle hypothèque il avait eu, parce qu'il avait fait une entente privée avec un homme d'affaires ou quelque chose comme ça. J'oublie les détails, mais ça se fait très facilement. L'immobilier est effectivement une manière, puisque c'est un actif qui a une longue vie, tu peux effectivement faire des transferts assez subtils sans que ça soit, moi je pourrais dire, c'est un trop marché évident. Oui, c'est ça. C'est un marché qui est, on pourrait dire, mince, thin en anglais, là, dans le sens que quand tu vas dans le... Si tu as une maison qui vaut 1,5-2 millions, ta quantité d'acheteurs potentiels est relativement faible. Fait que, tu sais, si tu as un payback time à faire à un politicien, ben, c'est assez facile avec 2-3 compagnies à numéro de venir acheter sa propriété immobilière 300, 400 000 par-dessus le prix que ça vaudrait réellement. Puis qui va arriver puis qui va dire que cette transaction-là n'est pas correcte ou est louche ou tout ça? C'est-à-dire, c'est deux individus consentants qui sont venus à une transaction. C'est juste que l'acheteur, c'est comme une compagnie à numéro qui appartient à une compagnie à numéro qui appartient à une compagnie à numéro. Fait que tu finis par perdre un peu le fil. C'est qui réellement l'acheteur derrière ça? Mais cette compagnie à numéro-là a payé 300 000 de plus que ça valait. OK, mais c'est comme essaie de contester ça en cours. Ah non, ça ne valait pas 1,5 million, mais ce juge valait 1,8. Ouais. Je veux dire, il n'y a personne qui va arriver et qui va monter un dossier de corruption avec ça. Ouais. Mais tu sais, tout ça, ça fait un peu penser à l'ancien ministre de l'Éducation qui faisait l'apologie du système public. Puis c'est donc beau ici qu'on ait un système public d'éducation. Première affaire qu'on sait, c'est que ses 2 enfants vont à l'école privée.
Et moi, ce genre de truc-là, on dirait que ça me tombe ses nerfs. Là, c'est un peu ça, pareil, c'est que c'est les politiciens, chaque fois qu'il y a une élection, qu'il y a un débat, ils vont souvent ramener l'aspect que les gens qui sont plus aisés ne font pas leur juste part. Ouais. Que C'est un épouvantail. Ben, c'est ça, c'est un épouvantail. Puis qu'on va lutter contre l'évasion fiscale, puis on va essayer d'aller chercher l'argent dans les paradis fiscaux, puis tout ce discours-là. Finalement, il y a un genre de scandale, entre guillemets, qui sort, puis on apprend que les gens qui sont impliqués là-dedans, ben, il y en a la moitié que c'est des politiciens actuels, puis l'autre moitié, ça en est presque des anciens, ou en tout cas du monde qui tourne autour de la machine. Mais C'est quand même assez particulier. On politise aussi ces affaires-là comme les Pandora Papers, dans le sens que là, tu vas avoir la gauche qui va dire regardez tous les riches qui se fuient l'impôt, donc on devrait. Bon, exactement ce que tu viens de dire. Et les gens de notre côté vont faire un peu sensiblement pareil. Ils vont dire, regardez, voici tous les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font, blablabla. La game, c'est que c'est inaccessible à monsieur, madame, tout le monde. Ça va dans l'imaginaire des gens. Non. Moi, ce que je dirais, c'est pas tout ça. Ouais, mais laisse-moi finir mes phrases, toi, là. OK. Vas-y. Moi, je pense que tu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu... Les paradis fiscaux, c'est un peu comme la corruption. C'est inaccessible. On ne peut pas y toucher. On ne peut pas la voir tant que ça. On se doute que c'est là. On se doute que ça existe. Mais ça sert tout le temps à justifier quelque chose. Pour la gauche, ça sert à justifier une violence au niveau des inspecteurs du fisc plus élevée. Parce que à toutes les fois qu'on arrive, on a un politicien qui nous dit il faut fighter les paradis fiscaux, il faut fighter l'évitement fiscal ou ces choses-là, ça finit toujours de la même manière. Je veux dire, c'est l'inspecteur d'impôts communiste qui a un bac en philosophie, pas en comptabilité, en philosophie, qui a été engagé par Revenu Québec, qui déteste le capitalisme, puis qui rentre dans une entreprise. Ah non, mais c'est bien ça, même ça marche pour vrai. Qui rentre dans une entreprise d'une PME d'une vingtaine d'employés ou de 10 employés, puis que là, ils vont aller gratter tout ce qu'ils peuvent pour essayer de trouver une crosse là-dedans, puis éventuellement à faire un avis de cotisation. C'est qu'à un moment donné, là, tu es là, tu te dis, est-ce qu'on a vraiment pogné le gros poisson qu'on voulait? Parce que sortir un avis de cotisation dans une entreprise de l'envergure, par exemple, de votre conseil.net, c'est super facile. Tu arrives, tu dis, je vais te donner un exemple. Il y a un de mes clients qui est en train de se faire checker justement ces temps-ci par l'inspecteur pour les taxes, les CTI, les RTI. Les entrepreneurs savent un peu c'est quoi, là. Les entreprises sont les percepteurs de taxes du gouvernement. On doit remettre les taxes, mais avant de leur remettre les taxes, on a le droit de prendre des crédits sur les taxes qu'on a payées nous-mêmes de notre côté. Fait que c'est pas compliqué, là. En principe, c'est pas compliqué. Tu garde tes factures, retire les taxes que tu aurais dû, puis après ça, envoie le chèque qui reste au gouvernement. C'est plus complexe que ça parce que le gouvernement, ce qu'il dit, c'est que la personne qui paie des factures à une entreprise, donc moi, je sais pas, je veux acheter un ordinateur sur Internet, j'ai ma facture, bon, j'ai payé TPS TVQ, parfait, fait que là, je mets ça dans mon logiciel comptable, puis automatiquement, il va faire ma déduction pour les taxes. Ma responsabilité, c'est de vérifier que le numéro de taxe inscrit sur sa facture est valide. Parce que le gouvernement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer là, puis il va dire sors-moi toutes tes factures pour les crédits de taxe que tu as demandé. Puis là, il va vérifier chacun des numéros de taxe. Puis s'il y en a un là-dedans qui n'est pas valide, une compagnie qui aurait mis un numéro de taxe par rapport, par exemple, c'est moi qui va être cotisé. Parce que c'était ma responsabilité de checker ça. Hey, penses-tu vraiment qu'on fait ça, de checker les numéros de taxe des fournisseurs qu'on a dans une entreprise? Il n'y a personne qui fait ça. Puis il y en a un qui m'apprenait que lui, il s'est fait pincer. Il y a eu un avis de cotisation parce que un numéro de taxe normal au fédéral, c'est 9 chiffres RT 0001, par exemple. Lui, il me disait, là, j'ai oublié le code, je pense que c'est NR ou peu importe. Non, ouais, code NR. C'est plus des RT, c'est des NR. Le gouvernement, les gangs de clowns, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est que si tu as une entreprise étrangère qui vend des ordinateurs usagés, par exemple, puis tu fais affaire avec eux, les vendeurs d'ordinateurs usagés québécois n'étaient pas contents d'avoir cette compétition-là étrangère. Ils ont comme exigé au gouvernement que le 15% soit chargé ces factures. Sauf que ces compagnies-là, ils n'ont pas le goût d'avoir un numéro de taxe canadienne. Ils ne sont pas au Canada. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent un numéro de taxe avec le code NR dedans. Ils chargent le 15% de plus. Ils gardent l'argent. Puis, nous, si on passe une compagnie, justement, qui a un code de taxe NR dedans dans nos dépenses, on va se faire cotiser si on a pris un crédit là-dessus. Fait que là, tu es là, tu te dis, tabarnache, un moment donné, ça devient tellement complexe pour la petite entreprise, ces affaires-là de taxes puis d'impôts puis tout ça, que si tu rentres quelqu'un dans l'entreprise de vraiment, vraiment motivé pour fighter l'évitement fiscal, là,
il va toujours trouver quelque chose. Il va toujours trouver quelque chose. Des fois, c'est sur une interprétation, des fois, c'est sur des conneries de même. Attends une minute, là. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille plus méta que ça. Là. Oui, mais c'est là que je m'en allais. C'est quand on arrive et que tu as une exigence qui arrive de la gauche de dire OK, il faut combattre les paradis fiscaux, regarder les Pandora Papers. Ça finit jamais qu'on va chercher de l'argent dans les îles Caïmans. Là. Ça finit toujours qu'on se ramasse avec un fonctionnaire qui vient inspecter plus les PME puis que ça devient encore plus lourd administrativement dans les PME. C'est ça la réalité. Là. OK, fine. La dernière fois qu'il y a eu un effort de lutte à l'évasion fiscale au Québec, par exemple, le ministère des Finances avait relâché une partie du budget et de comment les dépenses additionnelles en effort de faire des audits et d'inspection de comptes. Ça s'est fait largement sur des petites entreprises, comme tu soulignes, particulièrement les restaurants. Donc, effectivement, exactement, il y a un peu d'histoire. Il y a un divorce entre ce qui est dit publiquement et ce qui est fait en pratique. Au moins, ce qu'on entend publiquement, est-ce qu'on s'attend et après ça, ce qui se fait vraiment. Mais au-delà de ça, il faut souligner quelque chose de vraiment important. L'évasion fiscale, c'est une excellente chose. Oui, absolument. J'ai vu le papier justement que tu nous as envoyé. C'est parce qu'on est dans un enfer fiscal, on s'entend. Ben, j'irais plus loin que ça. C'est parce que l'idée, c'est que... C'est pour de la compétition. C'est ça. Les gouvernements, les gens, quand ils font l'analyse, c'est qu'ils se présument que quand les gouvernements sont capables d'accéder à plus de ressources, ils vont l'utiliser pour une bonne chose. Mais c'est difficile de faire cette hypothèse. Ouais, faut être un petit peu illusionné pour penser ça quand même. Là. Non, mais des fois, quand j'enseigne, par exemple, à mes étudiants en économie, je leur montre, voici le coût de la taxation. Le coût de la taxation, généralement, le coût économique de la taxation, c'est les échanges que la taxation détruit. Okay? Donc, si par exemple, tu mets une taxe de 1 $ sur des pommes, le 1 $ de plus qu'on paye sur des pommes, ben, ce n'est pas 1 $ de plus que le producteur a, c'est 1 $ de plus qui va à l'État, mais le prix que moi je paye et le prix que le producteur reçoit divorce de telle sorte qu'il y a une sorte de quantité d'échanges qui ne se produisent pas. Mais ça, c'est le coût social en tant que tel de la taxation, mais on présume que le bénéfice, la différence du 1 $ va être utilisé de manière socialement productive, de telle sorte qu'il n'y a pas une perte sociale. La taxation, le revenu de la taxation n'est pas une perte sociale, c'est un bénéfice. C'est juste une redistribution. Comment ça qu'il y a du monde qui croit encore ça quand tu vois que... il y a une justification d'économie, c'est que tu dis qu'il y a des choses qui sont des biens publics que le marché ne pourrait pas produire. Donc, dans ce cas-là, l'État qui taxe peut produire quelque chose, même s'il crée une inefficacité sur un marché en particulier, il peut, dans l'agrégat, améliorer les choses si, par exemple, ça sert à financer, disons, des services de police ou des cours de justice. Non, mais ça, je pense que... Si tu as une vision un peu plus expansionniste de l'État, une utilité, par exemple, disons, en éducation. Mais le point que moi, je fais souvent à mes étudiants, c'est que je leur dis, tu ne peux pas présumer ça. Tu viens implicitement de mettre quelque chose de normatif en disant que c'est juste une redistribution, que l'État va choisir qui va avoir quoi de ce revenu-là. Mais tu viens de présumer que l'État là-dedans va être un État démocratique, libéral, qui va être capable d'identifier les préférences sociales, d'allouer selon les préférences sociales et qui ne va avoir aucune perte dans la réallocation. Ah non, tu vas te ramasser avec des gros fonds de pension puis des fonctionnaires qui sont surpayés pour faire un job complètement inutile. Mais dès que tu tiens compte de ce que je viens de dire, il y a un gros problème, c'est que tu réalises que s'il y a la possibilité d'utiliser ce revenu-là, donc parce que ce revenu-là, il change le comportement des gens dans l'univers politique. C'est une rente, c'est quelque chose qu'ils peuvent obtenir. Quand on parlait tantôt des présidents qui font une fortune après les faits, après leur terme, c'est la rente, c'est le gain d'être politicien. Donc, accéder au pouvoir de l'État, au pouvoir de taxation de l'État, permet des revenus privés dans l'avenir et même dans le présent pour la personne qui est en charge. Donc, dans ce cas-là, ça crée un gros problème. Où est-ce que si tu es capable de taxer plus, tu as plus de capacité de dépenser, de donner à des groupes d'intérêt qui vont te récompenser toi plus tard.
Et l'idée ici, c'est que si tu n'as pas de mécanisme d'ajustement, l'État peut être ce qu'on appelle un léviathan. Donc, il va essayer de grossir et d'accumuler davantage, justement parce que cette ressource-là est attrayante pour lui. La compétition fiscale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui dit, elle accepte un peu l'idée que pour toujours, la bête va être là et va essayer d'en prendre un petit peu trop, mais parce qu'il y a des menaces par le fait que les gens peuvent déplacer leurs ressources ailleurs et donc les conférer à un autre politicien d'une autre juridiction, ça tient en check un peu l'habilité des politiciens d'interagir. C'est pour ça que quand j'enseigne à mes étudiants, il faut que tu tiennes en compte le marché politique et les incitations des joueurs dans le monde politique. Et à toute fin pratique, ce que la compétition fiscale fait, c'est-à-dire ce que les paradis fiscaux font, c'est une constitution fiscale qui limite la capacité de l'État d'agir. C'est pour ça, en fait, souvent que tu prends des penseurs comme James Buchanan en économie. La logique de base chez les économistes qui est généralement présentée, ça s'appelle la logique public finance, c'est que tu utilises des taux de taxation bas sur des biens inélastiques ou des services inélastiques sur une base la plus large possible. Donc, par exemple, on va dire que c'est mieux de taxer le revenu et la consommation, qui sont une grande partie de l'activité le revenu de travail, excuse-moi, que c'est, par exemple, parce que le revenu de travail, les gens ne vont pas travailler beaucoup moins si tu les taxes un petit peu. La consommation ne va pas baisser énormément si tu taxes. Par contre, si tu taxes le capital ou si tu taxes les héritages... C'est très élastique. C'est très élastique, donc tu vas perdre plus de revenus, tu vas avoir des grosses pertes sociales, blablabla. Mais la logique public choice, ça dit qu'il n'y a pas de raison de croire qu'une forme de taxation est meilleure que l'autre. Parce que si tu utilises quelque chose qui a une base fiscale très large sur des biens inélastiques, le politicien, lui, peut grossir l'État très facilement à très faible coût pour lui. Donc, s'il y a un désalignement entre l'intérêt privé et l'intérêt collectif, il va avoir un intérêt à justement taxer davantage. Donc, par exemple, c'est là que Buchanan tourne la logique complètement à l'envers. C'est mieux de taxer des choses très élastiques, qui ont des bases très, très minces, de telle sorte que si le politicien cherche à abuser pour produire des choses qui ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des biens publics, donc la police, l'éducation, les routes, on va y aller avec une vision plus ou moins standard de l'État optimal, là, qu'il y a la police, la justice, l'armée et quelques biens publics, disons les routes. Je ne suis pas vraiment d'accord pour l'affaire des routes et de l'éducation. Je pense que ça mais c'est surtout que pendant que tu disais ça... que je le mets dedans. Mais pendant que tu disais ça, Vincent, là, le bien public, le problème, c'est qu'ici, le bien public, c'est la SAQ. Tu comprends ce que je veux dire? Là, la notion est large en jouant je veux bien, mais bien public, c'est un type de bien. En économie, quand on dit bien public, c'est pas le bien-être public, c'est un bien que le marché ne serait pas capable de produire tout seul. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on est capable de vendre du bien. Oui, mais je comprends, mais ce que j'essaie de dire, c'est que la justification économique de l'État, c'est les biens publics. C'est des choses que le marché ne pourrait pas produire. Avant que tu ailles plus loin, je vais donner un exemple. Tu serais plus pauvre si tu n'avais pas ces biens publics-là produits par l'État. Avant que tu ailles plus loin, je vais donner un exemple de ce que tu voulais dire avec l'élasticité des différents types de taxes qu'on pourrait avoir. OK, si vous travaillez au Québec, ben, c'est dur d'aller vous faire imposer en Alberta. Je veux dire, ça se peut que tu veuilles être proche de ton lieu de travail, donc ta maison risque d'être au Québec. Ça, c'est la base. Par contre, la journée que tu vends une entreprise, au mois de juin, j'ai un acheteur, Frank, qui achète ma business. Il paye 10 millions pour votre conseil.net demain matin. Moi, j'arrive, j'encaisse mon profit au mois de juin. La fiscalité, ce que ça fait, c'est que je vais être imposé d'une manière canadienne dans la province où est-ce que j'habite au 31 décembre. Donc, si on fait la transaction cet été en 2021, j'ai 6 mois pour agir. Normalement, la plupart des gens vont dire il va rester au Québec, tout ça. On prend ça pour acquis. Mais pensez-y, là, je viens de vendre ma business, je viens d'avoir un chèque de 10 millions de dollars de Frank et je ne travaille plus. J'ai 10 millions dans mes poches. Puis le lieu de résidence que je vais avoir au 31 décembre va déterminer dans quelle province je paye mon impôt. Fait que si j'ai un 10 millions imposable, on va dire que je l'ai vendu 20 millions parce que le gain capital, la moitié qui n'est pas imposable.
Disons que je l'ai vendu 1 million, j'ai 10 millions imposables. Ça va sur mon rapport d'impôt personnel. Pas d'affaires de corporation, ça n'a pas été d'une compagnie de gestion. On fait ça simple. Si tu déménages ton adresse seulement en Alberta à ce moment-là. Comment je sauve d'argent? Exactement. Ben écoute, la différence sur le taux marginal entre l'Alberta, c'est quoi? C'est 15 versus 25 au Québec? Non, mais regarde, le taux marginal combiné fédéral, parce qu'au Québec, le problème. Oublie le fédéral, la différence. Non, mais laisse-moi finir ma phrase. J'ai fait ça simple! Je l'ai calculé, c'est parce que tu fais la même erreur que tout le monde fait, tu oublies l'abattement fiscal du Québec. C'est vrai. OK, bon. Ça vaut la peine de finir mes phrases des fois. Fine. Le taux marginal d'imposition pour les Québécois, 53,53 %. Le taux marginal pour les Albertains, c'est 48 %. Écart de 5 %, ça, c'est le dernier palier d'imposition qui commence autour de 200 quelques mille. En dollars, là, pour 10 millions imposables, 4,7 millions de revenus après impôt pour un Québécois. Tu as vendu ta business 10 millions, il t'en reste 4,7. C'est carrément une vol. Ça veut dire que c'est la différence entre les deux, ça va être à peu près quoi, 500 000? T'es pas loin, 5,2 millions si t'es en Alberta. Fait que c'est vraiment une différence de 500 000. 500 000, je dis ça de même. Mais 5 % du million! Non, mais c'est 1/60e du prix de mon île dans les Caraïbes. Mais là, tu es là, tu dis, juste, moi, là, je viens de vendre ma business à Frank. J'ai mon chèque. Je travaille plus. OK. J'ai 6 mois pour déménager en Alberta. Puis il faut quand même, tu sais, c'est pas juste de se prendre une boîte postale. Il faut quand même que tu vives là-bas. Il faut que tu démontres que tu résides là-bas. Là. J'ai 500 000 raisons de déménager en Alberta. Là. Puis même, je te dirais, on pourrait pousser un peu plus loin avec le Nunavut. Fait frette, là. 44 d'impôt. Ouais, peut-être pas. Je ne suis pas sûr que je ferais pour le Nunavut. Mais le Nunavut, ça serait 5,5 millions qui me resterait dans les poches. Fait que j'aurais encore là quasiment 500 000 de plus au Nunavut. Je veux juste un an au Nunavut, je m'excuse, ça vaut 500 000. Non, mais la différence avec. Non. Ouais, mais tu as déjà 5 millions dans les poches. Tu ne regardes pas la bonne marge. Là. C'était relativement à l'Alberta. L'Alberta, c'était 5,2. Là, c'était 5,5. Donc, la différence, c'est 300 000. Ouais. 300 000, es-tu prêt? Entre vous et moi, n'importe qui nous écoute, seriez-vous prêt à vivre au Nunavut pour 300 000 pour un an? Non. Absolument. Non. Absolument. Moi, oui. Pour 300 000 un an au Nunavut. Le pire, techniquement, tu n'es pas obligé de vivre un an. C'est vraiment où est-ce que tu vis au 31 décembre et tu démontres résidence. Mais là, tu vois. Non, mais en même temps, encore mieux, oui, puis non. Tu fais juste augmenter la valeur nette du 300 000. Mais oui, puis non, parce que dites-vous une affaire. Là, le gouvernement du Québec, qui a pas loin de 5,3 millions de raisons de t'en vouloir, première chose. Puis d'essayer de prouver que tu ne vivais pas réellement en Alberta ou pire au Nunavut. Fait que là, tu rentres dans une gaffe fiscale. Ouais, moi, si mettons, tu arrives, tu dis, OK, j'ai fait la transaction cet été. Puis là, au 31 décembre, je vivais au Nunavut, mais le 5 janvier, j'ai décidé de revenir au Québec. Du coup, après le trouble en matin. Ça se peut qu'il y ait un juge quelque part qui ne trouve pas drôle. Là, on a compris le point, là. On a compris le point. Laisse-moi revenir et finir le bout qui est ma phrase. Mais ça, c'est élastique, ça. Oui, ça, c'est élastique. Mais ton revenu de travail, c'est beaucoup moins élastique parce que t'ajuster, c'est trop coûteux. Exact. Mais par contre, dans le long terme, toutes les choses deviennent plus élastiques plus le temps passe. Puis regarde qu'est-ce qui se passe quand les gens embarquent à la retraite et que c'est le temps de retirer leur REER. Il y a énormément de migration des gens âgés vers des provinces à faible taxation. Si tu regardes où est-ce que va la migration après un certain âge, surtout chez les gens, par exemple, qui n'ont comme pas d'enfants, c'est généralement des districts à haute taxation vers les districts à faible taxation, tout simplement parce qu'à ce moment-là, la marge est plus facile à s'ajuster. On voit New York vers la Floride présentement. C'est quelque chose de très fréquent. Oui, Californie vers le Texas. Mais si, mettons, on taxait des choses vraiment élastiques, l'État ne peut pas augmenter trop les revenus ou trop la taxation sans subir des pertes importantes. Dans un cas comme ça, ce que ça veut dire, c'est que l'État est vraiment obligé de se concentrer sur des missions fondamentales. Puis quand je dis des missions fondamentales, c'est vraiment les choses qu'un économiste pourrait, ce qu'on débat entre économistes, c'est où que l'État vraiment ajoute quelque chose à l'activité économique. La compétition fiscale fait en sorte que, et justement, que tu puisses
que le fait que les gens puissent s'échapper fait en sorte que tu contrains l'État à faire les choses qui sont vraiment, clairement, indisputablement, socialement productives. Et en plus, la compétition fiscale, les paradis fiscaux, je m'excuse, c'est la meilleure chose qui n'existe pas. Peu importe ce que les Marois Risky ou François Legault veulent dire, les gens qui peuvent déplacer des fonds, même si on peut trouver que c'est injuste pour ceux qui ne peuvent pas, puis je comprends l'objection sur ce point-là, ce qu'on ne réalise pas, c'est que honnête, dans une perspective sociale, c'est bénéfique pour la société en général parce que ça évite les abus de l'État. Mais en plus, là, ce que vous venez de dire là-dedans, parce qu'on a fait le lien avec le sujet du début, là, mais toutes les choses dont vous parlez tantôt, c'est totalement légal de faire ça. Moi, Yann vend son entreprise à moi. Yann décide qu'il part vivre 1 an au Nunavut. C'est son choix, c'est sa liberté. Non, c'est là qu'il y a bien des affaires en jeu. C'est pas tout légal parce que le gars mettons le fonctionnaire décisionnel sur un projet d'infrastructure au Canada qui a un compte dans les Bermudes et qui a reçu de l'argent dans ce compte-là, ça, c'est pas légal tant que ça. Mais le gars qui a pris... Oui, mais entre toi et moi, là, il y a un effort conscient dans les médias. Puis Frank a mis le doigt sur quelque chose. Là. Il y a un effort conscient dans les médias de prétendre que toutes les choses que les gens font pour déplacer des actifs, déplacer des revenus accumulés, c'est tous des violations de la loi. Ça, c'est pas vrai. Alors que ce n'est pas le cas. En fait, quand tu regardes, il y a un chercheur, en fait, je peux même trouver le nom maintenant, live on the spot, parce que je travaille avec un de ses articles. Parce que pendant que tu cherches ça, Vincent, rendu là, ces gens-là qui nous parlent de ça, là, ils n'ont jamais eu recours à un CELI, ces gens-là, parce que c'est une manière de se mettre à l'abri de l'impôt totalement légal. Ils n'ont jamais pris des REER à la fin de l'année parce qu'ils pensaient que plus tard dans leur vie, ils allaient avoir un plus bas revenu, donc payer moins d'impôts quand ils vont les décaisser. Ils n'ont jamais fait ça, ces gens-là. Ils n'ont jamais demandé de crédit d'impôt. Jason Sharman, c'est un professeur de droit en Australie qui fait des enquêtes sur l'évasion fiscale et la réglementation fiscale, mais à l'international. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des requêtes à des shell companies, donc des compagnies à numéro. D'ailleurs, une compagnie à numéro, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Là. Mais ça, les gens pensent ça. Hein? Oui, mais mettons ça de côté, là, que ce que tu vois, c'est que pour voir dans ces compagnies qui envoyaient des requêtes, quel pourcentage allait montrer un compliance qui était égal aux règles internationales les plus claires. Et ce qu'on trouvait, c'était que les méchants, les îles Caïmans, Jersey en Grande-Bretagne, Guernsey, l'île de Man, Saint-Kitts et Nevis, les taux de compliance étaient en haut de 90 %. Donc, ça voulait dire qu'ils étaient parfaitement en lien avec ce qui était légal au niveau international. Ce n'était pas du tout de l'évasion dans le sens que j'ai pris, par exemple, du money laundering, du blanchiment d'argent. Ça, c'est clairement illégal. Non, c'était de l'évitement, c'est tout. Non, mais l'effort qui est fait dans les médias, c'est de mettre ensemble des choses que tu pourrais dire, comme par exemple, je suis un gars de la mafia qui cache son argent que j'ai fait en vendant des services de tueurs à gages, disons, j'exagère. Là. Et ça, je fais du blanchiment après. Ça, c'est la même chose dans la manière dont c'est discuté publiquement. C'est la même chose que quelqu'un qui place des actifs d'un district à haute taxation dans un district à plus faible taxation pour le retirer plus tard. Mais ça, non seulement ça, donc premièrement, il faut souligner une chose. Ça, la partie de faire du déplacement d'actifs, ce n'est pas du tout mauvais. En fait, comme je disais tantôt, c'est probablement bénéfique. Mais il y a aussi un autre bénéfice qui est complètement non mentionné. La plus grande partie de l'évasion fiscale par des gens, OK, bien encore une fois, évasion fiscale quote-unquote, là, avec les gros air quotes pour dire qu'on va prendre la définition publique là, que vous entendez avec toute la méchanceté qui est dedans, puis on va présumer le mythe que c'est tous des grands chefs d'industrie. Mais quand tu regardes la distribution des chefs d'industrie privés qui font service, qui sont mentionnés par exemple dans les Pandora Papers, viennent généralement de pays en voie de développement ou des pays qui cherchent, de gens qui cherchent à investir dans des pays en voie de développement. Et la raison pour qu'ils font ça, c'est justement pour pouvoir faire des investissements dans ces pays-là qui sont très rentables, mais de les protéger contre des politiciens qui sont potentiellement abusifs. Tu pourrais dire que tu trouves que ce n'est pas correct que, par exemple, le gouvernement d'un pays en Afrique subsaharienne n'est pas capable d'accéder à des revenus de taxation.
Mais si ce que ça faisait, c'était que l'État pouvait se servir de ça, disons, pour acheter des armes à feu, pour faire une guerre civile, tu aurais empiré les choses, mais probablement que tu aurais aussi empêché des investissements de se passer qui peut-être auraient amélioré la qualité de vie des gens sur place. Donc, il y a un effet positif de Une des solutions. Oui, vas-y. Une des solutions que tout le monde avance de la gauche. Là, il y aurait une solution, l'OCDE. Le taux d'imposition unique. Unique pour tous les grands pays. Puis ça, c'est drôle parce que le vrai mot de ça, c'est un cartel de taxation. Là. Je veux dire, la journée que les pays s'entendent entre eux. Sais-tu pourquoi ils font ça? Ça, c'est parce qu'il y a une haine complète de l'Irlande. L'Irlande, dans les années. Non, mais ça, sérieusement, ça n'a aucun sens comment. Je parle avec des collègues qui sont des Irlandais. L'Irlande, la stratégie fiscale qu'ils ont adoptée dans les années 80, c'était qu'ils allaient licencier les travailleurs du secteur public, mais qu'ils allaient baisser les impôts d'une part pour chaque partie du payroll qui était éliminée, les impôts allaient être baissés du même montant. Les Irlandais, en plus, ils boivent la bonne bière. C'était une grosse réforme qui avait été faite, mais l'autre partie de la réforme qui venait avec, c'est qu'il y avait le pari que, puisque l'Irlande est à peine 7 millions de personnes. Le genre de choses que le Québec pourrait faire. Là. Le genre de choses que le Québec pourrait très bien faire. C'est une des choses que j'ai défendues longtemps. On n'est pas sur le bord de faire ça? Non, mais j'ai souvent défendu que le Québec serait un excellent paradis fiscal, justement parce que c'est une petite économie qui est ouverte. Dans ce cas-là, tu as tout à fait avantage à t'ouvrir au marché des capitaux. Et ce que l'Irlande a fait, c'est qu'ils ont baissé massivement leur taux d'imposition. C'était pas un peu le cas, Vincent, dans le temps de Duplessis? Non, le Québec était pas mal en ligne avec le reste du Canada sur les impôts sur les entreprises. Le Québec était différent sur d'autres types de taxation. Ce qui est choquant du Québec dans une situation comme ça, je reviens à mon exemple de vendre une entreprise. Non, mais laisse-moi finir sur l'Irlande. Oui, vas-y. Je les aime, les Irlandais, de la bonne bière. Non, mais c'est parce que leur taux était tellement bas relativement au reste de l'Europe que ça a créé, depuis le début des années 2000, il y a toujours des attaques sur l'Irlande, sur le fait qu'ils ont un taux d'imposition sur le bénéfice des sociétés qui est nettement inférieur à celui du reste de l'Europe. Puis à la minute qu'il y a une statistique économique en Irlande qui n'est pas le fun, là, on les attaque tout de suite. Là. Avez-vous vu là, les Irlandais? C'est la faute de votre taux d'imposition. Mais en même temps, quand tu continues de regarder l'Irlande, depuis chaque fois qu'il y a une crise qui est partagée par tout le monde, ils rebondissent plus vite. La contraction est moins sévère, la reprise est plus rapide. Au final, mais à chaque fois, il y a toujours la crise. Donc, le référendum pour l'Union européenne échoue. C'est la preuve qu'il faut se débarrasser du taux d'imposition très bas. La récession de 2008, où est-ce que l'Irlande a tombé fait que l'Irlande a vraiment souffert en 2008 à cause de l'importance du marché financier, mais ça les a un peu vulnérabilisés d'une certaine manière, mais ils ont repris super vite. Le Brexit, c'est la preuve qu'il faut que l'Irlande augmente ses taux d'imposition. La COVID, c'est la preuve que l'Irlande doit augmenter ses taux d'imposition. À chaque fois, c'est la même réplique. Mais en réalité, quand tu regardes les données, l'Irlande est passée du pays le plus pauvre d'Europe à un des pays les plus riches d'Europe. Sinon, si tu ajustes certaines mesures, peut-être même le 2e ou 3e plus riche d'Europe. Puis ça, c'est si tu ajoutes, disons, les pays comme, disons, le Liechtenstein, le Monaco, que c'est difficile sont un peu des outliers à cause de leur statut vraiment unique. Mais même là, l'Irlande est vraiment un des pays. C'est un des success stories du 20e siècle. Moi, je pensais que c'était la Grèce qui allait marcher en Europe. Oui, c'est un très beau modèle, la Grèce. Ça a bien marché. Non, mais si on va rien qu'une coche plus haut que ça encore, parce que tantôt, Vincent, tu disais qu'il faut y aller plus global que ça. Moi, je regarde le discours qu'il y a alentour de tout ça. Là. Puis, ce que je remarque, là, c'est que d'une manière très claire, en fait, quand vous travaillez, là, l'argent que vous gagnez, vous pensez qu'il est à vous, mais n'est pas à vous. C'est une faveur que le gouvernement vous fait en vous en laissant. La réalité, c'est que c'est celle-là. C'est que les gens philosophe. Non, mais c'est vrai. Écoutez comment il parle. Faites juste regarder le phrasé là-dedans. Le gouvernement se prive ainsi de revenus. Le gouvernement, il se prive de rien. C'est pas à lui, sacrément, cet argent-là. Mais tu sais que tu peux voir, puis ça fait penser à quelque chose. Tu peux tout savoir de comment une personne voit
les droits de l'individu si tu lui demandes quand est-ce qu'on a donné le droit de vote aux femmes. Puis tu vas voir le lien que je fais. Si tu lui demandes la date, puis tu lui demandes de le dire sous forme de phrase, tu vas avoir 2 types de réponses. On a donné le droit de vote aux femmes en 1944. On a reconnu aux femmes le droit de vote. À première vue, il n'y a aucune différence parce que c'est le même résultat. Dans les 2 cas, les femmes peuvent voter. Mais dans le premier cas, tu dis que c'est à l'État de décider que tu as des droits. Dans le deuxième, on part de la prémisse que l'État a nié un droit qui était préexistant de l'État. Et ça, si tu vois qui va dire quoi dans les phrases, tu as des bonnes chances de savoir exactement de quel côté du spectre idéologique il couche. Les gens qui sont plus dans la mouvance libérale vont utiliser le terme reconnaître. Ceux qui sont dans l'autre mouvance vont dire le mot conférer, donner, ne vont pas utiliser le mot reconnaître. Et ça, c'est la même chose avec la perception que les gens ont de l'impôt. L'État n'est pas en train de te demander le fruit de ton labeur pour produire quelque chose. J'ai la théorie du contrat social, je pense que c'est la théorie qu'il y a pas. Mais mettons que l'idée du contrat social, c'est que tu avais des droits de propriété préexistants, naturels sur ce que tu avais produit et que l'État te demande d'en prendre une partie dans un arrangement qui permet, dans les périodes subséquentes, d'être plus productif parce qu'il est capable d'organiser quelque chose. Donc, on est tous d'accord, disons, que l'État va avoir un service de police et qu'on va tout se conférer à l'arbitrage que la police fait. Et ça fait en sorte que la déterrence sur le crime produit un effet économique bénéfique. Mais remarque que dans ce cas-là, la prémisse, ce n'est pas que l'État produit ça pour mon bien, c'est que c'est nous qui avons cédé une partie de nos droits naturels sur notre propriété pour l'émergence d'un État, ce qui est complètement différent de l'idée que l'État décide que lui, c'est la bonne chose à faire. Donc, les acteurs de l'État vont te faire ça pour toi et donc eux ont un droit sur ta ressource. C'est vraiment des mentalités complètement différentes. Oui, absolument. Si tu pars de la prémisse de reconnaître un peu, là, comme nous on disait, là, comme je disais avec le droit de vote des femmes, ou que c'est moi qui donne des droits à l'État, si j'accepte la théorie du contrat social, je le fais pour simplifier ici parce que ça ne distrait pas du point fondamental. Dans un cas comme ça, le but de l'État, c'est vraiment d'ajouter quelque chose avec notre consentement. Ça, c'est vraiment, vraiment très restrictionniste comme mentalité de ce que l'État peut faire. Et ce n'est pas ce que tu entends souvent dans les médias. Non. Mais quand tu pousses, par contre, les gens, que tu fais des thought experiments avec eux, ce que certains philosophes appellent moral intuition. Généralement, les gens, tu réalises qu'ils ont une conception très innée des droits naturels en opposition aux droits construits par l'État. C'est vraiment, en fait, c'est très contre-intuitif la notion de droit construit pour les gens. C'est juste que je ne sais pas pourquoi il y a un divorce entre les deux, mais quand tu demandes dans des expériences en laboratoire, ou est-ce que tu donnes des thought experiments justement avec les gens, ce que tu réalises, c'est qu'ils ont une conception généralement plus proche de la conception des droits naturels que de l'opposé. Bien, une chose, moi, qui m'a tout le temps gossé avec le Québec, honnêtement, là, puis pas juste le Québec comme soi, mais le principe que c'est une compétition entre les États, moi, j'adore ça me l'a l'air, puis il y a des paradis fiscaux parce que, justement, tu regardes ce que tu es, une île, là. Oui, il fait chaud, là, mais techniquement, tu manques quand même beaucoup de ressources naturelles, tu manques d'entreprises, tu manques de diversité, tu manques de plein d'affaires sur une île. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, c'est bien beau des pina coladas, mais ça prendrait peut-être plus que ça pour attirer du monde chez nous. Des pina coladas. Oui, ça donne un Obama, peu, là, mais... concrètement, pour mettre des mots sur ce que tu dis, Yann, si Cuba, au lieu de faire de la canne à sucre, fait un paradis fiscal, ça serait probablement moins pauvre. De bonnes chances. Mais même, ramène ça au niveau canadien, je reprends mon exemple des provinces canadiennes. Tu sais, j'ai parlé de l'Alberta qui avait un taux marginal à 47,65, mais il y a aussi la Saskatchewan à 47,22. Fait que, tu sais, normalement, tu devrais plus vouloir aller en Saskatchewan qu'en Alberta, mais je veux dire, fucking Saskatchewan, man, il n'y a rien à faire là, là. Je veux dire, les prairies, ça va être correct, là. Pour 0,4 % d'impôt, je n'irai pas là. Non, mais tu dis ça, mais c'est drôle. Je regarde les données que j'ai ici sur la mobilité sociale en Saskatchewan.
depuis, c'est-à-dire à quel point les plus pauvres peuvent grimper vers t'avais pas ça dans ta face quand j'ai dit ça. Là. Tu veux-tu un share screen? Ah. Je suis en train d'écrire un article qui porte exactement sur ça. Je peux te faire le share screen live. Je te crois, là. OK. Tu regardes la Saskatchewan, mobilité sociale des gens les plus pauvres, ce qui sera un bon indicateur de les gens les plus pauvres se déplacent vers les endroits qui leur offrent le plus d'opportunités, les plus grands rendements sur leur capital social, peu importe. Saskatchewan, c'est stable de 1980 à 1995. Depuis 1995, ça augmente presque non-stop. Ça rivalise. T'as-tu la consommation moyenne d'activants, man? Ça doit être dole vivre là. Je veux dire, sérieux. Oui, mais tu dis ça, mais la Saskatchewan a commencé à rattraper le reste du Canada très rapidement. Et il y a quand même de plus en plus de choses qui se passent. Je ne pense pas que j'irai là. Et la réalité, c'est que ce que tu dis, tu sais, des fois, c'est que c'est plate. Mais Hong Kong, c'était plate au début du 20e siècle. C'était une roche. C'est un rocher, Hong Kong. OK, mais mon point est que 0,4 c'est pas assez. Pourquoi? Non, mais attends une minute. Tu dis, maintenant, peut-être, c'est pas assez, mais dans le long terme, cette petite différence-là peut s'accumuler à beaucoup. Hong Kong est devenu une place absolument fascinante à voir parce que même en dépit de l'absence de ressources naturelles, peut-être même certains diraient grâce à l'absence de ressources naturelles, tout ce qu'il y avait comme manière de développer de la richesse était de laisser la porte aux gens d'innover, d'essayer des nouvelles choses. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est un endroit dynamique qui a émergé. Il n'y a aucune raison de croire que ça devrait être Montréal qui est plus... C'est sacrilège ce que je dis pour un Montréalais. Mais il n'y a aucune raison de croire que naturellement, Montréal serait plus attrayant que Regina. Bon, OK. Maintenant que tu as comparé Hong Kong à Saskatchewan, je vais finir vers où je m'en allais. Moi, ce que je trouve gossant dans ces affaires-là, c'est qu'on ne voit pas le potentiel. Dans le sens que le gars qui a une entreprise vendue à 10 millions, normalement, tu devrais te mettre cute et sexy pour l'attirer chez vous. Mais la journée que tu ne réussis pas puis il va ailleurs, tu sais, dans le fond, parce que tu as voulu avoir un taux marginal d'imposition de 3 de plus, tu as juste vu ce petit 3 %-là comme étant vraiment le Saint Graal qui allait te permettre de laver les vieux 2 fois par semaine. Là, tu te dis enfin, mon oncle et grand-papa vont pouvoir être lavés comme du monde grâce à ce 3 % -là de plus de taxes qu'on va donner. Je pensais que c'était à cause de la taxe sur Netflix, moi, ça. Ah, tu as raison, je mêle les idées. L'affaire, c'est qu'on oublie qu'à toutes les fois qu'une personne décide de dire « Hey, sais-tu que 53 % pas de lubrifiant, je trouve que ça passe serré un peu, mais aller en Saskatchewan, parce qu'il paraît que c'est le prochain Hong Kong, à 47,2 % à toutes les fois qu'on en perd un, on vient de perdre 5,5 millions d'impôts one shot. Là. Fait qu'il faut qu'on ait augmenté l'impôt de 10 ou 12 personnes qui ont une transaction à 10 millions, puis que ces 10-là décident de rester ici pour rentabiliser la perte de un seul qu'on a perdu. Oui, mais... Fait qu'on on se rend compte que ça ne marche pas de même. Fait que c'est pour ça que les taux d'imposition, malgré tout, au Canada, se ressemblent quand même. T'sais, on est entre 47 et 53 % à peu près partout. C'est dans une fourchette assez tight. Puis c'est pour ça que les politiciens nous disent avec l'OCDE, il faudrait qu'on ait tous le même taux de taxation parce qu'on veut enlever cette compétition-là. Parce que si on est des grands territoires de pays développés qui ont tous les mêmes taux de taxation, les gens ne pourront plus faire d'évasion fiscale. Ça, c'est un cartel. Il paraît que les cartels, c'est pas bien. C'est un cartel. Comme si les gens n'iront pas ailleurs. L'OCDE, c'est pas si grand que ça. Oui, puis une des premières choses qu'on apprend en économie, j'ai fait un cours ou deux d'économie dans ma vie, là, mais j'ai appris des affaires. Non, mais en actuariat, c'est probablement plus que des gens qui sont des journalistes en économie. En tout cas, moi, je ne veux pas être plate, Vincent, là, mais à l'université, j'avais des moyennes dans le B puis dans le B- en actuariat, pas mal. Puis les seuls cours que j'ai eu DA+, c'est en économie. Oui, mais attends, la petite question que j'ai, c'était quoi la moyenne que vous aviez? Parce que je peux pas croire qu'en la moyenne. C'est ça, parce qu'en actuariat, moi, j'imagine très bien le prof qui dit si tu as 40 % tu es vraiment bon. Oui, ça marchait. Le premier cours que j'ai eu, le premier test que j'ai fait dans ma vie, c'est 66 % la note. La moyenne, peut-être 44. Fait que j'étais vraiment content. Mais, c'est ça. Moi, j'ai eu des affaires de même à l'Université de Montréal où est-ce qu'on nous disait regarde le gars à côté de toi, regarde le gars à côté de toi à droite, regarde le gars en face de toi, il y en a un de vous quatre qui reste à la fin. C'était toujours ça, puis c'était des cours assez intenses. Mais, retourne à ce que tu disais.
me suis amusé avec toi. Mais c'est vraiment ça. C'est de voir le Québec un jour, il faudrait qu'il réalise comment il y a un potentiel inexploité là-dedans de dire, écoute, si on baisse nos taux d'imposition, on va attirer des gens à haute productivité ici, puis on va attirer du capital. Puis ça peut être vraiment une source de développement. Mais l'affaire, c'est que on dirait des fois, on voit plus la péréquation qu'on va perdre si on devient plus productif. Là. Écoute, tu viens tellement de me caler. Voici que je m'en allais. Il y a 2 choses que je voulais dire. Puis, écoute, là, je vais oublier la première. Là, je vais dire la deuxième, la souveraineté. Tu vas rire, mais je pense vraiment qu'à cause de la péréquation, la souveraineté, c'est probablement la meilleure chose qu'on peut faire. Parce que dans le cadre fédératif canadien, le coût des politiques publiques que le Québec adopte n'est pas assumé complètement par le Québec. Les bénéfices des politiques publiques pour les politiciens québécois vont entièrement aux politiciens québécois, mais les coûts sociaux des politiques sont diffusés sur une constituante plus large. Ce faisant, il y a des coûts qui sont des choses que normalement, si on était une polité indépendante, on n'adopterait pas. Exact. Je suis convaincu que si on le a un Québec système de devenait... santé de merde, puis la raison, c'est parce qu'on a baissé les transferts fédéraux. C'est clair, mais c'est ça. Je suis convaincu que si le Québec devenait un pays, tu aurais quelque chose un peu d'étrange qui apparaîtrait où, sur certaines marges... La responsabilisation. Non, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'on ressemblerait probablement plus à la Suède, où on baisserait massivement l'impôt sur les individus, sur les sociétés, mais on augmenterait les taxes sur la consommation. Étant une petite économie ouverte, on n'a pas vraiment le luxe de taxer le capital, donc on taxerait probablement plus la consommation, mais en même temps, tu aurais des déréglementations massive. C'est que ce n'est pas du tout le rêve de la très grande majorité des souverainistes. Moi, j'ai le feeling que les souverainistes ne veulent pas être souverainistes pour faire ça, Vincent. Non, je sais, mais c'est pas ça. Eux autres sont comme, hey, toi, ta gueule. C'est pas ça qu'on veut. Là. Je sais. On veut une place écologique. Je suis souverainiste en dépit des souverainistes. Le Québec serait plus vert que les autres, Vincent. On n'aurait pas le droit de polluer, nous. OK, whatever. C'est cute, votre petit programme. Il y aurait juste des autos électriques ici. Oui, absolument. Je suis vraiment convaincu de ça. Oui, sure. Mais vraiment, l'idée, c'est que ça, quand on regarde, par exemple, les banques seraient des co-op. Probablement. Je suis sûr que la Banque Scotia serait prête à se traverser comme ça. Mais quand tu regardes, par exemple, la Suède ou le Danemark ou des pays d'Europe, du nord-ouest de l'Europe, excuse-moi. La syndicalisation serait obligatoire pour tout le monde. OK. T'arrêtes-tu de me couper? T'es tellement gossant quand t'es... Tu sais, t'as une face de mauvaise foi présentement. T'es juste dans le mode gosseux. Mais... En tout cas, si on était indépendant... Pas d'étudiants qui font ça, Vincent, jamais. Il faut te mettre des défis un peu. Mais je vais faire la joke à Denis Julien là, parce que je suis obligé. Un Québec souverain pourrait finalement exporter des syndicalistes. C'était la joke à Denis Julien. C'était notre avantage comparatif. Ça m'a fait rire à chaque fois qu'il comptait ça. Écoute, techniquement, c'est super pour nous parce que oui, on va y aller. On va s'en tenir à ça. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est qui Denis Julien, c'est une légende. Qui vaut la peine. En fait, si vous allez sur YouTube et vous écrivez Denis Julien, vous allez rire. Avec Réseau Liberté Québec, vous allez rire pendant 35 minutes dans le stop. C'est un économiste, mais il est vraiment drôle. Ce qui est très rare chez les économistes. Mais quand tu regardes maintenant des pays comme la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, l'Islande, les Pays-Bas, ils sont tous très, très hauts dans les rankings de liberté économique, mais pas à cause de la composante de la taille de l'État, à cause de la composante de la liberté d'échange international, de la liberté d'intervention par réglementation, de la politique monétaire et de la qualité des droits de propriété. C'est généralement pour ces raisons-là que ces pays-là sont au top de la distribution. Ce que les gens de gauche oublient tout le temps de mentionner parce qu'ils aiment les programmes sociaux, mais ils oublient de dire que ça nécessite énormément de réglementation. Ils n'aiment plus bien la Suède depuis... ça n'existe plus, ça. Il faut parler de ça. Tu parles de la Suède, man. Tu es un conspirationniste. OK, on va parler du Danemark, là, si tu veux. Mais... c'est que je t'en ai ces niaiseries-là. Ça montre tellement la superficialité de ce qui se dit dans les médias des fois. Là. Je sais pas. Ah, c'est incroyable.
C'est l'enfer, man. Yann, il est vraiment de mauvaise foi aujourd'hui. Hein? Oh, il n'est pas généreux. Yann, aujourd'hui... J'ai déjà été généreux. Non, pas vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que Yann est vraiment dans le mode il veut gosser. Là. Si on avait une quatrième personne avec nous qui était, disons, centre-gauche, Yann, il ne lâcherait pas. Là. Yann, il serait dessus depuis 20 minutes. Puis probablement que j'aurais juste regardé le show en toute franchise. Mais en tout cas. Mais vraiment, là, quand tu disais, Yann, pourquoi est-ce que le Québec continue de faire des politiques publiques comme ça qui, peut-être immédiatement... La péréquation, il n'y est pas beaucoup. Là. Ben, la péréquation, il est vraiment, je pense, pour beaucoup. Puis c'est pour ça que, en toute franchise, les deux types de réformes qui sont disponibles, c'est que le fédéral arrête toute forme de transfert puis libère l'espace fiscal, ce qui, je pense, est encore moins probable que l'indépendance. Donc, l'indépendance est probablement la meilleure option possible pour qu'au net, les Québécois... Parce que je ne veux pas un Québec libre. Mais pourquoi on ne se fait pas couper vivre pour vrai, sérieusement? Moi, il me semble que les autres provinces canadiennes aimeraient probablement... peut-être pas les maritimes, là, mais tu sais, je veux dire, les autres provinces canadiennes, ils se diraient, on coupe-tu les valves au Québec là, avec la péréquation? Il me semble que tout le monde serait content de ça. Bien, quand tu dis ça, ça veut dire l'Alberta puis l'Ontario. Oui, mais même Saskatchewan, BC aussi, à mon avis, ils seraient contents de ça. Tu gagnes-tu une majorité avec l'Alberta et l'Ontario? Bien, mettons les conservateurs, peut-être, là, plus. Je veux dire, c'est pas le Québec qui va lui donner une majorité. Non, mais sans le Québec, c'est très difficile. La victoire de Harper en 2011 étant la grande exception, c'est très difficile d'avoir une majorité sans une pluralité des sièges au Québec. C'est excessivement difficile. En fait, c'est virtuellement impossible. Encore une fois, la grande exception, c'est Harper 2011. Donc, puis pour aller jouer dans le programme de péréquation, je pense, si je ne me trompe pas, il y a faut comme... que tu aies l'accord de toutes les provinces, me semble. Ou 2/3 des provinces, quelque chose de même. Là. Donc, c'est difficile de faire. En fait, je pense que c'est 5 provinces ou un certain pourcentage de la population. Là. Il y a une dualité dans la formule. J'oublie exactement c'est quoi, mais les chances qu'il y ait une réforme, que ce soit l'élimination des transferts fédéraux non-péréquation, donc le TCS, le TCPS et tous les autres plus mineurs qui existent, c'est très peu probable que ça disparaisse. Mais par exemple, tu enlèves le TCS puis le TCPS. Le TCS, c'est le transfert canadien pour la santé. Le Québec, il va te permettre du privé en santé demain matin. En fait, il ne faut jamais oublier que tu fais des sondages d'opinion province par province. Maintenant, à quel point les gens comprennent exactement qu'est-ce que ça implique. Imaginons que les gens font la même erreur dans toutes les provinces. Le Québec dit généralement, donc tu peux comparer les différences entre les provinces. Le Québec dit généralement, dans la proportion la plus forte, même plus forte que l'Alberta parfois, que c'est le privé en santé, c'est la meilleure chose possible. Donc, tu as un plus grand appui au privé en santé au Québec. L'obstacle dans ce cas-ci, c'est le cadre fédératif canadien. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment convaincu que si tu quittais le Canada, si le Québec quittait le Canada, plusieurs incitations politiques perverses disparaîtraient au Québec, ce qui pourrait être probablement une raison pour laquelle il n'y a pas l'air d'avoir... Le Québec verrait à droite assez vite. Non, je ne pense pas que je le dirais de même, parce que ça serait pas... Tu pourrais techniquement avoir une sorte de virage vers un autre type de gauche, parce que c'est pas juste une ligne, là. Oui. Mais tu sais, on s'entend que financièrement, on serait dans la merde. On serait financièrement dans la merde en décollant. En toi puis moi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères-tu la gauche bourgeois bohème ou la gauche efficace ou je veux dire... Oui, mais moi, j'ai toujours aimé... une amélioration à la marge assez non, mais moi, j'ai toujours trouvé large. Tellement crétin les gens qui se réclamaient de la gauche efficace. C'est comme dire... Tu sais, je veux dire, c'est que tu avoues implicitement que toutes les autres formes ne sont pas efficaces. Donc, pourquoi tu t'associes à cette idée-là, idiot? Oui, d'accord, je n'ai pas de problème avec ça. Mais écoute, on sait que les vrais changements arrivent. Les vrais changements arrivent avec des vraies crises. Puis, si on est capable, avec un coup de baguette magique, d'avoir un Québec souverain demain matin, ben, tout le monde comprend qu'on est dans une crise de finances publiques profonde. Là. Tu sais, je veux dire, le chèque de péréquation est un petit peu important. Ben, quand tu as besoin d'un chèque de 6 milliards pour faire fonctionner tes garderies, c'est qu'il y a quoi qui ne marche pas. Là. Il y a juste un problème avec la thèse qu'il faut une crise pour que ça débloque.
Bob Higgs, qui est un historien économique vraiment connu, qui a écrit un livre qui s'appelle Crisis in Leviathan. Oui, Crisis excellent. in Leviathan, c'est, Frank qui connaît, ça me semble. C'est l'effet Ratchet, là. Exactement, c'est que tu as une crise, tu avais un niveau d'état particulier, la crise se passe, l'état va augmenter, comme quand tu as, voyons, pas une clé à molette. Ouais, un Ratchet. Un Ratchet. C'est ça, Franck? Je pense que c'est clé à molette. Ouais, je pense que c'est clé à molette. Ouais, je pense pas que c'est super précis. Le cliquet, c'est cliquet que je voulais. Parce que tu as avancé un peu la chose, mais tu ne peux pas le retourner au complet où est-ce qu'il était avant. C'est pas une clé à molette, il a raison. C'est un cliquet. Moi, je suis culturé avec un cas. Ou comme je disais à des collègues quand ils me disaient hey, moi, j'étudie à Concordia. Concordia ou K, c'est pour qualité. Clé à douille à cliquer. Et grosso modo, ce qu'il explique dans ce livre-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des crises, puis il prend entre autres la Première, mais la Deuxième Guerre mondiale aussi, c'est que là, tu vois une explosion des dépenses du gouvernement. Après, il y a une redescente après les crises. Mais ça ne redescend jamais au niveau que ce que c'était avant. Donc, puis il appelle ça l'effet Ratchet, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive des problèmes comme ça, tu as une gradation, puis tu reviens à un certain niveau, mais jamais un peu en fait, mettons, les événements du 11 septembre sont, à quelque part, les mesures qui ont été prises, un effet Ratchet. On n'est jamais revenu au niveau de liberté qu'il y avait. Prendre l'avion, c'est plus ce que c'était. Là, on s'entend. Puis non, les règlements sécuritaires, enlever sa ceinture, ces niaiseries-là, ça date de cette époque-là. T'en veux-tu une comique d'ailleurs là-dessus? J'ai trouvé un article il y a une couple de semaines, j'ai ri parce que c'était tellement de la logique d'économiste, puis j'étais content de lire ça. Combien de vies ont été détruites à cause des efforts de sauver des vies pour les vols d'avion? L'effet que le TSA ou l'équivalent canadien des services de la CBSA ont, c'est que tu as des frais qui sont payés par les aéroports qui sont retransmis dans les prix pour les billets d'avion. Une courbe de demande ayant toujours une pente négative, ça veut dire que en augmentant le prix, tu réduis la quantité de vols d'avion qui sont pris. Es-tu en train de dire qu'il y a eu des gens qui ont eu leur vie détruite parce qu'ils ont manqué de voyage à Disney dans leur vie? Attends une minute, tu vas comprendre. Les gens qui voulaient se déplacer se sont probablement déplacés par auto. L'auto est massivement plus fatale que l'avion. En fait, il y a plusieurs années, tu regardes, disons, tu regardes la courbe du nombre d'accidents d'avion. Sans même ajuster pour la population, ça tombe. Tu ajustes pour la population, ça tombe encore plus vite. Donc, le transport aérien, de toutes les formes de transport sur Terre, est probablement le plus sécuritaire qui est disponible. Oui. Mais là, si tu fais en sorte que les gens se déplacent, surtout pour les gens qui ont des plus larges familles, parce que généralement, un billet d'avion, un auto, si tu y vas tout seul, la différence n'est pas super. Mais quand tu as un groupe avec toi, ça a un effet. À 4, m'a dit une affaire, prendre l'avion à 4, là, ça paraît ce budget. Là. Effectivement. Mais là, dans ce cas-là, le problème, c'est que tu as plus de gens qui embarquent sur la route. Donc, l'effet net, c'était que tu avais un grand nombre de personnes qui ont substitué du transport aérien vers le transport routier et que tu as des manières statistiques d'évaluer combien de morts de plus la mortalité exactement, la mortalité excédentaire. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait un effet assez large pour nullifier même tu prends la folie la plus extrême du nombre de vies qui auraient pu être perdues. Donc, tu prends genre les scénarios catastrophes qui sont mentionnés par, disons, des officiels du FBI ou aux États-Unis. Et tu arrives au fait que c'est difficile de croire qu'il n'y a pas des vies au net qui ont été perdues. Bien sûr, tu pourrais avoir une réponse de ces gens-là qui dit oui, mais c'est tellement spectaculaire quand ça se passe des attentats dans des avions que le coût va au-delà des vies. C'est la peur, la panique, la généralisation. Donc, tu as une sorte de récession à cause d'un choc comme ça. Tu pourrais faire cet argument-là, puis d'accord, mais maintenant, au moins, il faut réaliser que sur le plan des vies, il y a eu un coût important. Et ça, c'est en faisant la présomption vraiment que les services de sécurité aérienne ont réussi à agir comme un déterrent efficace ou qu'il n'y avait pas des méthodes alternatives qui auraient pu être utilisées pour éviter... C'est-tu juste l'effet médiatique qui amène ça? Parce que ça, c'est un vieux concept d'économie que j'ai toujours bien compris, là, que les coûts de sécurité sont beaucoup plus grands parce que quand il y a un avion qui plante, c'est beaucoup de morts one shot. Il y a un effet médiatique avec tout ça, ça devient un talk of the town.
Puis éventuellement, ben, ça l'amène des dépenses qui sont démesurées, alors que de l'autre côté, effectivement, l'auto coûterait moins cher pour des mesures de sécurité supplémentaires. Puis encore là, ça ne veut pas dire qu'on voudrait les faire nécessairement. Écoute, Mais il y a une manière de montrer ça. Il y a un. Et là, la gauche l'haït un peu. Là. Bjorn Lomborg, qui est un sociologue danois, mais qui avait écrit un livre dans les années 2000 qui s'appelait L'écologiste. C'est scandinave, ça? Un autre complotiste? Oh, c'est un Danois. OK, c'est bon. Tu vois, j'ai réglé le problème. Mais, J'espère que vous appréciez notre podcast. Si jamais vous voulez nous supporter et acheter une copie du livre D'endetté à millionnaire, disponible sur le site votreconseiller.net au coût de 7,95 $, lâchez-vous lousse, ça va nous faire plaisir. Merci de votre support. Passez une belle journée.